Je m'appelle Christian Huguelot, je suis avocat à la Cour, je suis docteur en droit et j'ai enseigné le droit de l'environnement pendant 30 ans. Je suis également l'auteur d'un code commenté de l'environnement et de revues spécialisées dans le domaine particulier. Je dirige un cabinet qui est spécialisé dans ce domaine. Nous allons distinguer, pour répondre à votre question, l'Europe de la France. Chronologiquement, il faudrait partir dans l'autre sens. C'est d'abord en France, effectivement, qu'on a commencé la réglementation industrielle pour les sites industriels, la loi 1810, 1917, 1976. Mais dans les années 80 à peu près, c'est l'Europe qui a pris le pas en éditant des réglementations extrêmement importantes, un peu au coup par coup. Par exemple, à la suite du fameux accident de Seveso en 1976, 10 juillet 1976, à la suite duquel, vous vous souvenez, cette fuite de dioxine dans la région de Milan, en Italie. Et l'Europe s'est attelée à la construction d'un système de protection des sites industriels dits dangereux, qui figure sur une liste particulière, risque d'explosion, risque d'atteinte pour les populations, que l'on appelle aujourd'hui réglementation Seveso. Elle fait l'objet de plusieurs modifications au fur et à mesure des à-coups et des accidents. Mais l'Europe a établi aussi une réglementation plus en profondeur sur la gestion des sites industriels, que l'on appelle la directive IPPC, c'est-à-dire pour le contrôle permanent de la pollution, si vous le voulez bien, réglementation sur les déchets, sur la gestion de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle des grandes directives, c'est-à-dire des grandes directions de réglementation que chacun des États doit transcrire dans son domaine et transposer pour que ce soit effectif. Alors, ce qui laisse entier pour la France la situation de la transposition actuellement, c'est ce qu'on appelle le livre 5 du Code de l'environnement à titre principal, qui gère toute la réglementation relative aux installations classées, aux déchets et aux différents risques industriels. Il faut ajouter à cela, c'est très particulier de la France, c'est que vous avez un code de l'environnement sur les pollutions et nuisances d'un côté, mais d'un autre côté, c'est typiquement français, on a un code du travail pour gérer les risques hygiène et sécurité, et on trouve aussi des réponses sur la sécurité et la gestion des sites, par exemple, dans le code de la santé. Donc nous avons une réglementation qui est en principe codifiée en apparence, mais qui n'est pas unifiée. On va répondre essentiellement en France, parce qu'en Europe, vous n'avez pas de responsabilité pénale de l'environnement, il n'y a pas de juridiction particulière là-dessus. Il arrive que l'Europe s'intéresse aux grandes catastrophes écologiques, où elle fait des recommandations, mais ce qu'on appelle le traitement judiciaire, la responsabilité à proprement parler, c'est toujours dans les tribunaux de l'État. Et en France, on a un triple niveau de responsabilité. Premièrement, une responsabilité pénale de l'industriel, parce que bien entendu, votre question, c'est qui est responsable, c'est sur l'industriel, bien entendu, ce qu'on appelle plus exactement l'exploitant. Premier niveau de responsabilité, et sur l'industriel, au niveau de ce qu'on peut appeler la responsabilité de droit commun, coups et blessures involontaires, homicides involontaires, mais aussi par rapport à des réglementations d'environnement. Alors ce sont des pénalités extrêmement importantes, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison, et ça peut aller jusqu'à un certain nombre d'amendes qui peuvent dépasser 500 000 € éventuellement, des chiffres qui ne sont pas négligeables. La France connaît une responsabilité de la personne morale, et c'est-à-dire non plus la responsabilité de la personne physique qui gère l'entreprise, le directeur, le président s'il n'a pas donné délégation, mais c'est l'entité elle-même. Ça ne s'étend pas à la maison mère, mais ça s'étend à l'entité qui est en prise directe sur la gestion. Et la particularité du droit pénal, c'est que les amendes sont multipliées par 5, et que le juge peut prendre des mesures tout à fait particulières en répression, qui ne sont pas simplement des amendes, mais des méthodes juridiques de gestion du site, de fermeture, de suspension. Donc, le dispositif pénal est très lourd. Le dispositif civil est moins important. C'est l'action faite par les tiers, qui ont été victimes d'une explosion, d'une intoxication, et qui vont demander des dommages et intérêts. Alors, ça se résout par l'appréciation des préjudices et par une indemnisation individuelle de chaque personne. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Elle n'est pas très considérable. D'après les statistiques que j'ai pu effectuer,
sauf les grandes catastrophes, par exemple Toulouse, ou à un autre niveau, par exemple le Mont Blanc, ou des choses comme ça, les indemnités ne sont pas très considérables, c'est-à-dire qu'on ne paye pas très cher la pollution en France sur le plan civil. Dommage moral est très peu payé non plus. Et par contre, la responsabilité qui est la pire, qui est la plus importante, qui est la plus dangereuse pour l'industriel, c'est ce qu'on appelle la responsabilité administrative. Car tout manquement de l'industriel à ses obligations propres peut entraîner de la part de l'administration une réaction. C'est-à-dire, l'industriel est obligé par les textes, l'article 38 du décret de 1977, de signaler tout incident qui est de nature à porter atteinte à l'environnement. Ça déclenche une inspection de l'administration qui peut imposer des mesures de suspension ou des mesures d'arrêt de service ou d'arrêt d'exploitation. Donc, il faut comprendre que le plus important, c'est l'administration. Et réciproquement, d'ailleurs, on va le voir aussi, c'est une autre partie de votre question. Si l'industriel ne répond pas suffisamment de ses responsabilités, tant vis-à-vis du juge pénal que des tiers ou vis-à-vis de l'administration, c'est l'administration qui peut être mise en cause pour contrôle insuffisant. C'est-à-dire, je crois que c'était mise en cause de l'affaire de la raffinerie de la Mède, où il y a eu une explosion, et les inspecteurs des installations classées ont été convoqués par le tribunal pour rendre compte de leur contrôle. Donc, le contrôleur peut être contrôlé aussi à son tour. En matière de responsabilité pénale, il y a deux sortes de responsabilités, c'est-à-dire la responsabilité de la personne physique du dirigeant, c'est-à-dire celui qui avait les pouvoirs de direction, d'embaucher le personnel, d'établir les règles de sécurité, et qui a eu les moyens d'exercer ce pouvoir. Il a le droit d'ailleurs, cette personne a le droit de déléguer ses pouvoirs à une autre personne. Mais pour éviter le morcellement des responsabilités, le législateur a inventé en 1994, dans le nouveau code pénal, une responsabilité de la personne morale. Pour que la responsabilité de la personne morale, c'est-à-dire la société tout entière, soit impliquée, il faut qu'il y ait un acte qui ait été accompli par un de ses salariés et qui, en quelque sorte, va entraîner une deuxième responsabilité dans un cas particulier. On gagne, si j'ose dire, à tous les coups, à la fois la responsabilité physique et la responsabilité morale. Et c'est une pratique générale des parquets et des tribunaux d'engager en matière d'environnement, d'accidents, de santé, en matière de risque amiante, par exemple, ou des choses de ce genre-là, la responsabilité de la personne morale en même temps que la responsabilité de la personne physique. L'industriel a été mis en cause, très souvent, un juge d'instruction va être nommé, avec la possibilité d'enquêter, de rassembler des pièces, confier des mesures à la police et confier aussi une instruction à des experts à proprement parler pour connaître les causes de l'accident. L'affaire de Toulouse répond à ce genre de questions-là. Et vous voyez bien que ça dure depuis plusieurs années, maintenant on est presque à 5 ans pratiquement. Et, comment dirais-je, ça c'est ce qu'on appelle l'instruction pénale. Elle est très pénible parce que pendant un certain temps, elle se déroule sans l'industriel. Et donc, elle pose des difficultés par rapport à ce qu'on appelle le contradictoire et l'enquête. Sur la responsabilité civile, en général, la plupart du temps, il peut y avoir une expertise, mais l'expertise en civil est plus contradictoire qu'autrement, c'est-à-dire chaque partie a ses experts et peut discuter. Et d'autre part aussi, devant l'administration, il est admis maintenant par la jurisprudence que le débat doit être contradictoire avant une sanction. C'est-à-dire que l'administration ne peut pas dire à l'industriel demain « je vous ferme ». L'industriel a le droit de s'expliquer sur les motifs retenus par l'administration contre lui, faire déposer un mémoire des explications et avoir un débat contradictoire. Et la vérité des choses, c'est que le plus grave pour un industriel, dans tous ces cas précis, c'est le risque de fermeture ou le risque de suspension à proprement parler. Ce n'est pas forcément l'amende. L'amende ne peut pas faire l'objet d'une assurance, mais en tant que telle, pour la continuité d'une exploitation, c'est effectivement la suspension qui est la plus grave.